Bonsoir, Agnan Ajimika. Merci Monsieur Lee de cette introduction, je dois dire, assez impressionnante de moi-même. J'ai le plaisir ce soir d'être parmi vous, d'avoir été invité pour parler d'un sujet qui, je le crois, est très beau. Est-ce que vous m'entendez bien avec le micro? Oui. Qui reprend effectivement un article que j'ai proposé à Culture Coréenne donc, du numéro automne-hiver 2012. Je vais reprendre la structure de cet article, mais il n'est pas question de le répéter puisque vous pouvez le lire. Alors ce que je souhaitais ce soir, c'était vous parler de la femme dans la littérature coréenne et essayer de vous lire le plus possible d'extraits de textes pour que nous fassions une rencontre illustrée. Derrière nous circule un PowerPoint que je n'utiliserai pas particulièrement pendant la présentation, qui vous montre juste quelques couvertures d'ouvrages, si vous avez envie d'aller plus loin dans la découverte des auteurs que nous allons évoquer ce soir. Alors, la femme comme sujet de cette conférence, cela peut paraître étrange parce que il ne viendrait pas à l'idée de prendre l'homme comme l'image de l'homme dans la littérature coréenne. Les hommes sont souvent des héros ou des anti-héros, peu importe, mais ils ne sont pas pris en tant qu'homme, en tant que genre, n'est-ce pas? Alors que la femme, elle, fait en tant que sujet de domination et également agent de contre-pouvoir, quand elle rentre en littérature, elle se dote d'un sens particulièrement questionnant. Nous sommes en effet dans une société, la société coréenne, qui est, même si elle est en transition, est quand même l'héritière d'une idéologie néo-confucianiste qui est encore dominante et qui prescrivait la séparation, vous savez, dans les 5 relations cardinales de l'homme et de la femme, avec un rôle très particulier pour l'être de l'intérieur, le Hansaram, qui est la femme, et qui était définie jusqu'à très peu encore, la femme dans son identité par sa maternité, sa motherhood, comme on dit en anglais, son rôle de mère et de femme au foyer. Donc, dans une société qui est la société contemporaine, quelle place pour cet électron libre qu'est la femme libre, la femme non mariée, qu'est la femme qui va travailler, qui sort donc de l'intérieur, qui est donc la femme qui est à la fois Hansaram, mais aussi Pakatsaram, qui était donc l'être de l'extérieur, qui était le rôle attribué traditionnellement à l'homme. Quel rôle et quelle place pour la femme qui ne donne pas d'enfant à son mari, à son couple stérile ou qui ne veut pas d'enfant, alors que pendant longtemps, et encore maintenant, on est désigné par la mère d'eux, quand on est une femme mariée. Donc, quel rôle, quelle place pour cette femme qui s'aventure à l'extérieur, qui prend la place de l'homme dans la société contemporaine? Quelle place aussi pour l'amour, alors que jusqu'à présent, nous étions, jusqu'à très récemment encore, dans une conception du mariage comme l'union de familles, et non pas comme l'union de deux désirs égaux. Alors, linguistiquement, socialement, nous le voyons, la place de la femme dans la société contemporaine, c'est une place de transgression des valeurs traditionnelles, et c'est ce que l'on va retrouver dans la littérature contemporaine et moderne, coréenne, ces figures de transgression qui vont nous apprendre énormément sur tous les clivages, les problèmes également, les zones de souffrance à la fois de la société coréenne et telle qu'elle est illustrée par la littérature. Qui plus est, nous avons en Corée une très belle littérature féminine, qui est illustrée par de nombreux auteurs qui sont des auteurs importants. Donc cette voix féminine est d'autant plus, je dirais, importante au XXe siècle. Alors essayons de voir un petit peu justement d'un point de vue historique, mais brièvement. Historiquement parlant, la femme en littérature avait un rôle très très limité. D'abord en tant qu'auteur, parce qu'effectivement, les lettres, le monde des lettres était synonyme du pouvoir masculin. Et la femme n'avait pas traditionnellement accès au savoir. Elle pouvait avoir dans les classes sociales les plus élevées, comme le dit Martine Prost dans l'article de Culture Coréenne d'ailleurs, Okenomero par-dessus l'épaule, apprendre des lettres et puis apprendre à écrire, apprendre des caractères sino-coréens, et donc avoir accès aux classiques, mais ça ne faisait pas partie de son cursus traditionnel, et ça ne faisait pas partie de son éducation. Donc il y avait bien quelques figures féminines qui ont écrit
comme par exemple les courtisanes, Hwang Jin-hee, qui est rentrée dans le panthéon de la littérature coréenne, mais à vrai dire, nous avons peut-être 3-4 noms de ces femmes écrivains. Nous avons certes des récits comme le journal de Dan Hong qui raconte sa vie au palais royal. C'est un journal qui a d'ailleurs été publié non seulement en français mais également autrefois sous Choson. Mais ce qui est révélateur, c'est que dans ces textes de femmes publiés sous Choson, nous en avons, à ma connaissance, bon, hormis les quelques poèmes de Hwang Jin-hee et consorts, mais les ouvrages publiés, il n'y en a que 2. Il y a une très belle thèse de Hong Soo-yeon sur les livres de cuisine. La plupart sont des manuscrits qui se transmettaient de génération en génération sous Choson, mais qui n'étaient pas publiés. Il n'y a eu qu'un seul ouvrage à la fin du XIXe siècle qui a été publié, qui était donc un texte écrit par une femme. Donc la femme en littérature, c'était une consommatrice de littérature, et c'était aussi un personnage, puisque la femme était beaucoup représentée dans la littérature de Choson. Pourquoi ? Parce que la femme permettait, par l'instrumentalisation du personnage féminin, aux écrivains hommes et donc au pouvoir, de prescrire les vertus essentielles que l'on attendait de la femme. À partir du XVIIe siècle, on a un véritable engouement de la part des femmes qui sont de plus en plus enfermées dans les classes sociales aisées dans leur demeure, qui sont donc lettrés, ou tout au moins qui savent lire le Hangul, l'alphabet coréen, et qui vont se prendre de passion pour la littérature des romans, également pour les œuvres anecdotiques, toute cette littérature qui est en fait écrite par les hommes pour les femmes. À tel point que un lettré, Lee Dong-moo, au XVIIIe siècle, nous dit « Les femmes négligent leurs devoirs, délaissent leurs travaux. Il y a même celles qui dépensent de l'argent pour louer des romans dont elles sont éprises. Certaines se ruinent pour les avoir. » Je reprends la traduction de Lio. Cela prouve à quel point il y avait un lectorat féminin qui était passionné par ces romans, des romans où souvent nous avions des héroïnes féminines, mais qui n'étaient pas du tout des héroïnes féministes. C'était des héroïnes qui étaient là pour supporter l'idéologie dominante et en quelque sorte renforcer les vertus que l'on attendait d'une femme, qui étaient obéissance, vertu, fidélité, sacrifice et aussi loyauté. Il y a beaucoup de femmes qui sont des super-héroïnes, qui se dévouent pour la nation, qui sont des femmes donc loyales, fidèles à leur mari, mais aussi loyales à leur roi, à leur pays. Il ne faut pas oublier que la femme, par son rôle de mère et d'éducatrice, était celle qui transmettait, qui était une médiatrice de valeurs. Il est évident que le système en place avait aussi besoin des femmes pour transmettre ces valeurs aux garçons, aux hommes et aux enfants en général. Donc il y a effectivement toute une littérature, une tradition littéraire qui est une tradition de confirmation de certaines valeurs de l'idéologie dominante. Voilà. Alors on le retrouve dans la figure de Chunyang, que vous connaissez certainement, on en a fait des films, au nord comme au sud, on a fait beaucoup également d'adaptations, de traductions. La figure de Chunyang, qui est une très belle figure féminine, fille, enfant naturel d'une Kiseng et d'un noble, mais par sa position sociale et aussi par son sexe, on voit qu'elle est maltraitée tout au long de l'histoire, torturée, et elle n'est rachetée à la fin que par son attitude conformiste aux valeurs dominantes qui sont celles d'une extrême loyauté, fidélité à son mari et à la promesse qu'elle a faite à son futur mari. On peut même, si l'on veut, on en reparlera peut-être tout à l'heure, lire dans une histoire comme celle de Chunyang une sorte de sadisme très masculin, hein, dans les vicissitudes qui lui sont imposées tout au long de cette histoire. Voilà. Et on peut voir, puisqu'on parle de vicissitudes et de sadisme, d'autres figures féminines dans un autre récit qui a donné lieu à un des pansori du répertoire, l'histoire de Byung-gangse, qui a été traduite chez Zulma, donc vous le verrez défiler par Jean-Noël Judet et Chemigyong, qui est un conte dont l'héroïne est une femme, hein, une femme qui tue ses maris par le simple regard, qui est une histoire passionnante. Il est intéressant de voir que cette histoire dont elle est l'héroïne, c'est son mari, Byung-gangse, qui a donné le titre à ce livre. Hein. Donc il y a une espèce de disparition de la femme, même quand elle est l'héroïne d'un récit. Et d'ailleurs, cette femme, qui n'est pratiquement pas nommée, qui n'a pas de nom dans l'histoire de Byung-gangse,
c'est l'image assez traditionnelle de la femme sangsue, de la femme vampire, puisqu'elle tue tous ses maris l'un après l'autre. Cela en fait annonce la vampe, ça vient de l'espace, ça vient de racine de vampire, la vampe du XXe siècle qu'on va retrouver dans notre littérature très contemporaine. Voilà. Donc voilà à peu près où nous en sommes à la fin du XIXe siècle, non seulement pour la littérature féminine écrite par les femmes, vous voyez, très éthique, mais aussi pour l'image de la femme dans la littérature de cette époque. Bouleversement de la modernité, là je vais aller un petit peu plus vite, renversement de la monarchie, du système et de l'idéologie qui va avec. Donc il y a un nouvel ordre social qui, dès le début du XXe siècle, se met en place. Donc nécessairement, il y a un bouleversement d'anciennes séparations des sexes, et de nouveaux clivages qui vont se mettre en place. Alors, la répartition excluante des rôles hommes-femmes qui avait lieu sous Joseon va laisser la place à une nouvelle image du couple qui se développe tout au long du XXe siècle, qui devient plus fusionnel, plus égalitaire, et qui va donc nous amener à une redéfinition de l'identité masculine, qui n'est plus oppositionnelle, mais qui devient dialectique avec la femme, n'est-ce pas? Donc là, on a tout d'un coup, arrivant dans ce nouveau XXe siècle, qui est un siècle de bouleversement pour la Corée, une tension supplémentaire qui a donné lieu à l'expression d'un chercheur américain qui parle de remasculinisation de l'imaginaire sud-coréen, parce qu'il y a un problème tout autour effectivement, de la position de l'homme, et nécessairement en dialectique avec l'image de la femme. Alors, je vais essayer d'articuler la petite présentation autour des trois clivages que je retrouve tout au long du XXe siècle, autour de l'image de la femme. Alors, premier clivage, avant d'arriver au clivage, pardon, je voudrais parler de cette première génération du XXe siècle d'écrivaines qui vont un petit peu donner le ton. Parce que le premier XXe siècle, on va dire avant la libération, n'est pas tellement illustré par énormément d'écrivaines féminines. Nous avons toute une génération qui naît sous la colonisation japonaise, Park Hwan-soo, Han Mal-suk, Park Kyung-ni, qui vont écrire des œuvres importantes, mais qui sont à la fois, je dirais, des fondatrices, mais qui ne vont pas trouver totalement le ton de liberté et d'émancipation qui sera celle des écrivaines qui les suivront. En tout cas, les écrivains, et pas simplement les écrivains féminins, parce que les hommes de l'entre-deux-guerres écrivent beaucoup sur la femme. Nous avons par exemple Han Sun-won, Kim Dong-in, et puis aussi les très beaux textes de Kim Yoo-jong, de Choi Ho-sop, qui écrivent des textes absolument merveilleux, qui sont entrés dans les classiques de la littérature coréenne, et qui montrent très bien l'exploitation sexuelle des femmes. Si vous prenez l'Averse, qui a été publié chez Zulma, un très beau recueil de nouvelles, avec une nouvelle éponyme, l'Averse de Kim Yoo-jong, où l'on voit dans cette histoire le mari qui, à la campagne, très pauvre, qui envoie sa femme se prostituer auprès du maître local pour avoir un petit peu d'argent pour aller jouer aux cartes. C'est un univers qui décrit très bien l'exploitation à tous les niveaux, sexuels et autres, des femmes de l'époque. Donc c'est l'entrée dans la fiction moderne de la femme, avec un discours qui est bien sûr critique, et c'est aussi l'arrivée, et ça c'est intéressant, d'une nouvelle image qui est une image qui est nouvelle, dans le sens où un écrivain comme Han Sun-won, dans des romans comme Les Descendants de Caïn, que j'ai traduit et publié chez Zulma par exemple, nous montre à travers le très beau personnage de Ho Jang-myo une femme qui prend son destin en main, qui se rebelle contre l'anti-héros masculin qui lui est faible, veule, qui incarne toutes les contradictions de l'homme coréen. Voilà. Alors, cela nous introduit à quelque chose qui va être un fil rouge dans la littérature contemporaine coréenne, c'est la femme, comme cette héroïne Ho Jang-myo, la femme, le caractère féminin qui est pris comme une sorte d'allégorie de l'histoire du pays, hein, où la femme représente les vicissitudes de l'histoire à travers lesquelles passe la Corée elle-même. Voilà. Donc c'est aussi une tendance très forte de transformer le personnage féminin en une image de la Corée elle-même. Et ça va devenir encore plus fort quand on va avoir, je reprends un terme de Lacan, la sectionnalisation
sections tout au long de la ligne du sexe de la Corée en nord et sud, qui va en fait dans le cinéma mais aussi dans la littérature, qui va donner lieu à une sorte d'opposition qui sera plus non seulement homme-femme mais aussi nord-sud et donc politique. Donc, vous voyez, ça politise véritablement la question du genre et du sexe en Corée. Je pense à ce très beau petit roman dont j'ai oublié le titre exact, de l'autre côté d'un souvenir obscur, je crois, ou de l'autre côté d'un souvenir obscur, où l'homme part à la recherche de sa sœur, qui donc la recherche, elle a disparu de la chambre dans laquelle il s'est endormi après une nuit d'ébriété, et il ne la retrouve pas, et bien évidemment que c'est une espèce d'image, de symbole très clair de la séparation nord-sud. Alors voilà, donc, ces thèmes sont installés, je dirais, à partir de ces écrivains de la première génération qui commencent à écrire dans l'entre-deux-guerres coréen, qui vont lancer des thèmes qui vont rester à peu près les mêmes dans le deuxième XXe siècle. Mais ce qui va changer, c'est que à partir de la génération suivante, surtout d'écrivaines de la génération qui naît dans les années 45 et 50, ce qui va être intéressant, c'est que cette génération, à la différence de la génération précédente, des Park Hwan-seo, des Park Kyung-mi, ce sont des femmes et des hommes qui ont été éduqués en coréen, et donc qui vont écrire une langue qui est nouvelle, qui vont créer une nouvelle langue littéraire. Et vous avez reçu, et peut-être vous avez écouté la poète Moon Jong-mi qui était là la semaine dernière, ou il y a 2 semaines, au Centre culturel, qui a une œuvre merveilleuse et qui insiste beaucoup sur le fait que sa génération, elle est née en 47, a inventé un langage poétique. Pourquoi? Parce qu'ils sont nés à une époque où on a appris le coréen à l'école. Donc c'est un autre élément important qui va donner une voix à cette génération d'écrivains. Alors, partons sur les 3 clivages, je me dépêche. Premier clivage qui est très clair dans la littérature, l'opposition entre l'homme bestial, l'homme qui est comme un monstre, un monstre qui grogne, dit justement Moon Jong-mi dans un très beau poème, à la femme qui lui est soumise. Donc ça nous introduit le thème assez classique de la violence conjugale, qui sort enfin de son placard domestique, comme on l'a vu dans une nouvelle très poignante, La philosophie de son boudoir, publiée dans le recueil Cocktail Sugar, par exemple, qui parle expressément de cette problématique de la violence conjugale, qui ne se passe pas que dans les classes sociales défavorisées, puisque là il s'agit de hauts fonctionnaires. L'autre versant de cette exploitation, de cette violence, c'est la prostitution, qui est une violence virile qui est imposée au corps de la femme. Et ça, c'est un thème qui traverse toute la littérature contemporaine coréenne. On le retrouve très fort, qui varie à l'infini presque, dans le roman de Hwang Sok-kyung, Shin-chong, fille vendue, qui est l'histoire de Shin-chong, donc dans le contexte de la fin du XIXe siècle, qui est vendue, prostituée, et qui passe de pays en pays en Asie de l'Est sous le régime de la prostitution. Nous le retrouvons dans la nouvelle très amusante Madame de Kim Da-eun, dont je peux vous lire un petit passage puisqu'elle explique assez bien ce que l'on appelle en coréen, le mulchangsa, qui est le commerce de l'eau, une image pour la prostitution. Donc je cite: les affaires du mulchangsa regroupent aussi bien des clubs, room salon, talan junjom, junjom ordinaire, café, taban. En ces lieux, ce sont souvent des femmes qui font office de serveuses, ce qui conduit inéluctablement à ce que le sexe y soit mêlé. D'après l'enquête menée par des étudiants, sûrement moins rigoureuse que celle d'institutions statistiques, une femme sur 10 y travaillerait dans ce genre de commerce. Si l'on se fie à ce chiffre, une femme pour N sur 10 au lourd passé deviendrait un jour une épouse et une mère. Les gens avaient du mal à y croire, mais ils étaient stupéfaits devant ce résultat. Des professeurs et des étudiants émettaient des doutes quant à la validité de l'enquête et arguaient que la définition du mulchangsa était trop vague. À nouveau, les opinions divergeaient. Donc là, Kim Da-eun met le pavé dans la mare, je dirais, en soulevant cette question de la prostitution qui est presque institutionnalisée, si l'on croit les chiffres. Bien sûr, la réalité est bien plus complexe que ça. On retrouve la problématique de la violence à travers non seulement la prostitution, mais cet autre abus du corps féminin qui est le viol, qui est aussi, je dirais, un embrayeur de récits, puisqu'on le retrouve à l'origine de très nombreuses nouvelles, de nombreux textes. Dans 3 jours en automne, le roman court de Park Hwan-seo, que nous avons publié à l'Atelier des Cahiers, qui est l'histoire de cette accoucheuse d'ange, une gynécologue qui va faire le commerce de l'avortement dans les années 70 et 80 alors que c'est interdit,
et qui en fait, à travers l'avortement d'autres femmes, se venge de ce viol initial qui l'a amené vers cette carrière, puisqu'elle a été violée pendant la guerre. Voilà. On retrouve bien sûr dans d'autres textes, Femme à la recherche d'une illusion, où on voit la terreur de la mère pour le viol de sa fille, qui en fait détermine cette course effrénée dans la montagne, et puis le viol pédophile, des histoires qui commencent à sortir. Hein. La pédophilie, le problème de la pédophilie arrive aussi sur la scène littéraire en Corée, à travers la bande dessinée. On le trouve à travers la bande dessinée, mais aussi la littérature, par exemple la voleuse de fraises de Eun Il-kyung, qui est une superbe nouvelle, pleine d'un humour extrêmement dérangeant. Alors, justement, dans cette nouvelle de Eun Il-kyung, la voleuse de fraises, ce qui est intéressant, c'est qu'elle nous y présente non seulement une femme psycho-killer assez dérangeante, mais aussi un anti-héros masculin. Et c'est presque le portrait robot qu'elle en fait, et cet anti-héros masculin, c'est une figure qui devient très classique dans la littérature coréenne moderne. Alors il est violent, il est paresseux, il est veule, inique, il a beaucoup de qualités, à vrai dire. Je peux vous lire un texte, parce que le texte est long, mais il est vraiment amusant, de cette jeune femme qui parle de son amant, avec qui elle vit. Pendant notre cohabitation, il ne travaillait pas, et il disait avoir sacrifié pour moi l'idée de gagner sa vie pour deux raisons. Tout d'abord, parce qu'il aurait pu gagner tellement d'argent s'il avait voulu, qu'il m'aurait rendu triste, en ayant des aventures avec d'autres femmes, comme les hommes riches. Ensuite, par égard envers moi-même, pour que je ne devienne pas paresseuse en rêvant d'une vie facile, il prétendait qu'il ne risquait pas de tomber lui-même dans la paresse en restant inactif, parce que son idéal de vie était l'inaction. Je passe un petit peu. Il en allait de même avec son refus de faire le ménage. Autant il avait des conceptions progressistes sur le statut de la femme, autant il estimait que les travaux ménagers étaient d'une haute valeur intellectuelle et qu'il prévenait la dégénérescence sénile. C'est pourquoi il était ignoble de dépouiller la femme de ce droit fondamental. Ce qui ne voulait pas dire qu'il était un fainéant qui ne prenait part à aucune tâche domestique. Au contraire, afin de réveiller mon ambition cachée d'accomplissement féminin, il mangeait avec appétit le plat que j'avais mis du temps à préparer. Ainsi, il participait activement à l'économie domestique et n'en retirait qu'un bénéfice gustatif secondaire. Alors, j'arrête ici la description qui est absolument terrible, qui continue sur plusieurs pages, et qui est comme une espèce de liste en négatif de toutes les qualités que l'on pourrait reprocher à l'homme coréen du point de vue féminin. Cet anti-héros masculin n'est pas nécessairement un type désagréable, c'est parfois un gentil mauvais bougre, on va dire, qui est bien égoïste, certes, mais qui peut presque devenir sympathique dans certains textes. Il y a le parasite dans Le couteau de ma mère. La mère travaille, et toute cette très belle histoire de Kim Il-han, hein, qui est autour de cette mère qui fait des kalguksu toute sa vie avec ce couteau qui est l'emblème de sa vie, de son indépendance, pendant que le père boit, joue aux cartes et trompe sa femme. Il n'en reste pas que c'est un père sympathique, parce qu'il y a aussi beaucoup de pères démissionnaires dans cette littérature coréenne, et de maris absents, qui est une des grosses problématiques de la société actuelle, et pas simplement dans la littérature. La liste est longue des textes qui parlent de ce père absent, La beauté me dédaigne, Le chien au soleil couchant, Doublage. Presque tous les textes du recueil Cocktail Sugar, qui a été publié chez Ulma, traitent de ce thème. Eun Il-kyung, dans Ma femme évanescente, Cours papa, très beau texte encore de Kim Il-han, et aussi Prends soin de maman, ce best-seller mondial de Shin Kyung-soo, que vous connaissez peut-être, qui montre justement ce père et ce mari qui disparaît régulièrement, pendant des mois, des années, qui un jour revient avec une concubine. Hein, on sait que c'est resté jusque dans les années 70-80 relativement accepté dans la société coréenne, le rôle de la chop, de la concubine. Et cette image est très très forte dans ce roman de Shin Kyung-soo. Et en fait, face à cet homme démissionnaire, se crée presque en opposition une image qui est donc là, c'est mon deuxième clivage, l'homme de tous les défauts, versus la figure de l'Ajuma. Hein, l'Ajuma, cette femme mariée qui a des enfants d'un certain âge et qui est dotée des qualités suivantes. Alors c'est courage,
abnégation, force, détermination. Bref, elle a énormément de qualités. Si on en croit, je vous renvoie justement au couteau de ma mère de Kim Il-han, qui est, je crois, est une très belle allégorie de cette Ajuma, de cette super Ajuma, de cette super maman qui a toutes les qualités, un petit peu par force, vu que son mari l'a laissé tomber, en tout cas par rapport aux tâches ménagères et à l'entretien du foyer. On retrouve cette figure très importante de la mère, de la Juma mère, qui a un rôle capital sur le sort de sa famille et sur tous ses enfants, dans Hors les murs. Nous avons eu le bonheur de publier à l'Atelier des Cahiers, roman plutôt autofiction, autobiographie légèrement fictive de Pak Wan-so, où l'on retrouve ce fantasme de la modernité à travers le rêve de la mère. La mère qui perd son mari suite à une péritonite, parce que les beaux-parents ont préféré aller voir le chaman plutôt que d'aller chercher un médecin. Le père meurt très jeune, cette jeune femme se retrouve veuve avec 2 enfants et décide de quitter la campagne. Et tout ce qui pour elle est synonyme de ce passé, de Choson, de ce retard. Et elle veut aller à la ville, à Séoul, vivre dans les murs, c'est-à-dire à l'intérieur de la forteresse de Séoul, parce que c'est signe d'ascension sociale, et surtout, elle veut que sa fille, devienne une femme moderne. Voilà. Donc pour elle, c'est absolument capital. Je peux vous lire peut-être quelques passages tirés non pas de Hors les murs, mais d'un autre volume qui, en plus court, traite à peu près du même sujet, qui est Les piquets de ma mère, le piquet de ma mère, où on y lit ceci, donc la mère parle à sa fille, qui est la narratrice et aussi l'écrivaine. « Quand tu auras étudié, ma fille, tu seras une femme moderne. La femme moderne, comme elle a beaucoup étudié, n'ignore rien du cours des choses. Et c'est une femme qui peut tout faire, tout ce qu'elle veut, comme elle veut. » Voilà. Alors, il y a donc un fantasme de la modernité et de la femme moderne. En fait, c'est un fantasme, et l'écrivain Pak Wan-so l'explique très bien, parce que c'est toutes sortes de contradictions qui sont dans l'esprit de sa mère, et que le savoir et la modernité de la femme ne la libèrent pas pour autant aussi facilement. Je reprends les piquets de ma mère, et là je cite, faire des études à sa fille, alors c'est toujours la mère qui parle, c'est différent de faire des études à son fils. Ce que je te demande, ce n'est pas de t'occuper des affaires de la famille, c'est simplement de devenir une fille bien. Si ton frère réussit, c'est toute la famille qui s'en sortira. Mais toi, si tu travailles beaucoup et deviens une femme moderne, tu pourras t'épanouir. Et là, je crois que c'est un passage important. Nous sommes dans les années 45, et donc on voit que la notion d'épanouissement commence à poindre chez les femmes. Cette femme qui donc est née au début du siècle, la mère de Pak Wan-so. On voit aussi, et c'est très intéressant, que la notion d'épanouissement par le savoir, par les études, a un sens différent pour l'homme et pour la femme. Et les responsabilités ont un sens différent. Par cette libération qu'est le savoir, par l'étude, la femme peut peut-être arriver à un épanouissement. Mais on voit que pour l'homme, ce n'est pas nécessairement la même chose, puisque le frère, lui, devra prendre à charge la famille. Mais plus tard, Pak Wan-so reconnaît que, comme je disais tout à l'heure, ce désir de sa mère est un désir de contradiction. Elle dit plus loin, « Encore maintenant, tout ce qui encombre mon esprit, c'est la tension entre l'apparence de la femme moderne bâtie par maman, et qui est aujourd'hui dépassée, et l'extraordinaire hauteur de son idéal, la contradiction entre la futilité de son amour-propre et la noblesse de ses motivations. C'est la conscience d'être toujours hors les portes. J'ai beau avoir l'impression de m'être fort éloigné, ce n'est que la longueur de la corde qui me rattache au piquet. » On voit donc que la libération de la femme, et de la femme en littérature tout aussi bien, est loin d'être réalisée, car, comme je le disais, comme là on le voit très bien, il y a une contradiction initiale, je dirais, dans ce sentiment, dans cette volonté de s'émanciper. Car en s'émancipant, la mère devient une nouvelle figure d'oppression, et une nouvelle figure de contrôle. En s'émancipant de l'homme, elle-même récupère ses fonctions. La mère devient castratrice. La Juma, c'est aussi
c'est pas simplement la mère aimante qui nourrit et qui élève sa famille, qui la fait vivre, c'est aussi cette mère castratrice qui est dans le roman de Pacuanzo, on le voit très bien aussi, ce désir qui est un désir aliénant. Le désir de la mère est un désir aliénant pour la petite fille, libérateur et aliénant. Donc vous voyez, c'est ce paradoxe dans lequel nous sommes qu'il faut relever, qu'il faut accepter comme tel, comme un paradoxe. Certes, Pacuanzo va trouver dans l'écriture, dans le chemin de l'écriture, un moyen de libération. Et c'est le cas pour beaucoup d'écrivains féminines, d'écrivaines, on va le retrouver chez Shin Dong-suk par exemple. En effet, la femme dans notre littérature, ce n'est pas simplement qu'un thème, c'est aussi un catalyseur de narration, c'est-à-dire que elle est l'origine du récit lui-même. Donc elle a, je dirais, une double vertu, alors excusez-moi du vocabulaire, intradiégétique au sein même de la narration elle-même. Non seulement par sa position, mais aussi par son corps. Et c'est là où on voit que le prix de la liberté est onéreux, il est cher. Comme je le disais, cela entraîne toutes sortes de contradictions. On se libère beaucoup dans le roman du XXe siècle en coréen, on se libère beaucoup à travers la liberté découverte du corps, mais en se libérant, la femme aussi s'aliène au désir de l'homme, n'est-ce pas? Et à la fois elle gagne son autonomie par cette nouvelle autonomie de son corps et de son désir, mais elle s'aliène. On retrouve très fort dans Shin Chang, Fille vendue, cette idée que la femme doit être maître de son destin, et c'est-à-dire avant tout maîtresse de son corps. Hein. On le retrouve tout au long du roman avec l'héroïne Shin Chang qui dit, dans un chapitre clé, « Moi, je séduirai, et je m'arrêterai quand je voudrai. Je n'appartiens à personne. Mon mari, c'est moi qui le choisirai, dit-elle encore, etc., etc. » Plus loin, elle dit, « Moi, je ne suis pas un accessoire, je ne suis pas une chose. » Pourtant, elle reconnaît elle-même, me voici devenue la Hwajia. Hwajia, c'est un terme chinois qui désigne plus ou moins la maîtresse maquerelle, la mère maquerelle un petit peu d'un pavillon de plaisir. Me voici devenue la Hwajia. Shin Chang mesurait toute la distance qui la séparait de la première nuit passée avec Maître Shell. Désormais, elle avait le sentiment que son corps lui-même lui était devenu étranger. Donc vous voyez chez la même héroïne à la fois un sentiment de retrouver toute la liberté par rapport à son corps et en même temps un sentiment d'aliénation très fort, hein, où son corps lui-même lui devient étranger. Donc on est là dans une contradiction qui va dans le sens de cette ambivalence initiale de la figure de la femme et de la Juma dans le cadre de ce deuxième clivage que je relevais. Et cela va plus loin. Non seulement on a des femmes donc, qui sont, comme Shin Chang, prostituées et prises dans cette dialectique assez complexe d'aliénation-libération, mais le gage de la modernité de la femme, le gage de cette force nouvelle qu'elle gagne au XXe siècle, eh bien c'est souvent la solitude et aussi, cela va plus loin, la folie. La solitude qui, comme dans Poétique de la soif de Che Yun, va donner lieu par exemple au suicide, ou toujours chez Che Yun avec là-bas sans bruit tombe un pétale, la folie. Hein. Et ce sont des images qui reviennent. Alors tout à l'heure j'ai parlé de Eun-Hee-gyong, mais cette image de la femme folle, de la folie comme gage et prix de la liberté est une image assez récurrente. Je peux citer par exemple Che Yun dans un très beau passage de là-bas sans bruit tombe un pétale, de ce devenir fantôme, hein, de la femme qui souvent dans le roman, surtout des années 80 je dois dire, hein, sous l'influence d'une littérature assez duracienne, donc sous la plume de Che Yun, la femme devient souvent une sorte de figure fantomatique. Alors je cite, « L'homme savait désormais. Il savait que la fille disparaîtrait un jour dans ce gouffre blanc pour ne plus réapparaître. Elle s'y engloutirait joyeusement, sans parvenir à réfréner son rire si particulier, et s'enfermerait définitivement dans le bonheur absolu de l'oubli. Ainsi commencerait une vie dans la mort. »
C'est quasiment une des dernières phrases du livre, voilà, qui décrit le personnage de la Basse-en-Brite en un pétale. Donc cette tentation, je dirais, du devenir fantôme, de cet effacement, hein, de cette disparition de la figure féminine, libérée, certes, mais à quel prix? La Djouma, donc je reste toujours sur cette idée de la Djouma. La Djouma est de ces, comme vous le voyez, de toutes ces contradictions qui la font. La Djouma, c'est une figure que je considérerais très chamanique. Hein. C'est une figure de contre-pouvoir pré- ou anti-confucianiste, quelque part. Mais ce n'est pas un modèle, c'est un contre-exemple, certes, mais ce n'est pas un modèle. Car c'est une figure, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'oppression, très souvent, et aussi de sacrifice, que l'on adore parce que c'est la mère qui a tout sacrifié pour nous, et que l'on déteste. Et on a vu Pak Wan-so, et on pourrait citer encore Shin Kyung-suk, hein, qui nous montre très bien dans son roman Prends soin de maman. Pour ceux qui l'ont vu, vous aurez remarqué que dans le roman, les personnages passent leur temps à se demander pardon. Miane, oh miane, miane, je suis désolé, je suis désolé. Et il y a donc toute une rhétorique de la culpabilité qui se crée autour de ce personnage de la mère. Alors je vais m'arrêter 2 secondes sur cette figure de prends soin de maman, parce que je trouve que c'est intéressant. Vous connaissez peut-être le récit, je ne vais pas vous révéler l'histoire, mais cela commence avec la disparition de la maman qui est âgée, qui vient à Séoul avec le papa pour visiter les enfants, et elle disparaît dans le métro, elle est perdue. Et les enfants partent à sa recherche. Et tout le roman, c'est la recherche de cette maman qui a disparu. Et donc, la relecture par tous les membres de la famille des souvenirs, et puis surtout de se rendre compte que ce personnage de la mère, on ne le connaît pas, on ne sait pas qui est maman. Elle a tout donné, toute sa vie, et on ignore qui elle est. Et donc ce roman a été très... Bon, non seulement il a eu beaucoup de succès aux États-Unis et dans le monde en général, c'est un des best-sellers de la Corée contemporaine, mais il a aussi donné lieu à beaucoup de critiques, et aussi de critiques positives comme négatives en Corée du Sud, et beaucoup de commentaires. Très intéressant. En effet, on peut voir quelque part dans Prends soin de maman que ce qui disparaît, hein, dans ce roman, ce n'est pas tant le personnage de la mère que la mère comme personnage dans le roman contemporain coréen. Voilà. Moi, je pense qu'il faut lire ce roman comme une sorte de symbole, et peut-être malgré Shin Kyung-suk elle-même, malgré l'auteur elle-même, comme la disparition de la mère traditionnelle comme figure et personnage du roman, où l'on refuse de plus en plus ces contradictions de la femme coréenne, de la Djouma coréenne. Donc disparition symbolique de ce qu'on a appelé, hein, je cite la critique Jong Yo-ul qui a une très belle image, qui dit la mère, cette figure du pathos, pour parler de la mère coréenne. Hein. Et on le voit à la fin du roman de Shin Kyung-suk, qui pour moi est déprimant, parce que c'est un retour en arrière terrible, où elle a une espèce de révélation devant la Pietà de Michel-Ange à Rome. C'est vraiment une sorte d'apologie de la Mater Dolorosa, de la mère de douleur, que l'on a vu amplement par le passé, contre lesquels écrivains et écrivaines ont essayé de poser d'autres figures. Hein. Donc on a parlé en Corée, autour de ce roman de Shin Kyung-suk, on a parlé du syndrome de la mère. Donc on a dit peut-être que cela annonce, suite à la crise du patriarcat, un néo-matriarcat. Hein. Est-ce que Shin Kyung-suk ne nous parlerait pas d'un néo-matriarcat? Alors, comme vous le voyez, moi je pense que c'est quelque chose qui pose énormément problème, qui est loin, chez Shin Kyung-suk en tout cas, d'être libérateur, parce que Shin Kyung-suk le soulève très bien elle-même. La mère a besoin elle-même d'une mère. Il y a une aporie de la figure maternelle. La mère ne peut pas elle-même vivre sans quelqu'un qui la soutient. Donc qui va prendre soin de maman, hein, puisque maman doit prendre soin de nous. Donc c'est en fait, ce néo-matriarcat, il a été critiqué, je crois, à fort juste titre, c'est une aporie de la maternité. Alors cette maternité dont on fait à nouveau l'éloge, et que l'on refuse maintenant, parce qu'on ne veut plus, les femmes ne veulent plus se définir à travers ces images-là.
la femme, donc quelle était l'équation hein, en question? La femme, Adjuma, c'est une mère, c'est la mère d'eux. La mère, c'est aussi le symbole de la famille. Or, l'on sait que dans la société coréenne, la famille, c'est aussi le symbole de la réalisation, de la réussite sociale, n'est-ce pas? La famille, c'est le vecteur de réussite, beaucoup plus que l'individu ou dans d'autres sociétés. Donc la mère devient symbole de cette réalisation de soi dans la société, par la société. Alors, cette femme, c'est avant tout une mère nourricière, n'est-ce pas, dans la figure traditionnelle. Alors, il y a ce très beau passage, si j'ai toujours le temps, oui, il me reste un petit peu de temps, donc je vais vous lire ce passage de Shin Gyeong-suk, parce qu'il est extrêmement révélateur de ce lien très fort qu'il y a entre la mère et la nourricière. Bien sûr, dans une approche traditionnelle, mais comme je vous l'explique, qui est une approche qui revient de manière assez ambiguë récemment. Je lis et je cite. « La façon de ma mère d'encourager sa famille est de préparer des repas dans sa cuisine vétuste. Chaque fois que les siens éprouvent un chagrin insupportable, elle entre dans cette cuisine à l'ancienne. Elle s'y réfugie aussi lorsque ses hommes, c'est-à-dire son mari et ses fils devenus adultes, et qu'elle aime mais ne comprend pas toujours, la déçoivent. C'est ce qu'elle avait fait à la suite du choc que lui avait causé sa fille lorsqu'elle l'avait affrontée en lui disant qu'elle ne comprenait rien. Campée devant l'âtre ou l'étagère où est rangée la vaisselle lavée, c'est le seul endroit qui lui permet de supporter la tristesse qui ravage son cœur. Comme si l'esprit de la cuisine lui insufflait de nouvelles forces, elle y reprend courage. Que ce soit pour la joie ou pour la peine, que ce soit pour dire adieu ou pour souhaiter la bienvenue, elle prépare des plats, réunit les siens autour de la table et rapproche la nourriture de la personne qui doit partir ou qui est de retour, disant sans arrêt « Mange encore, goûte ça, mange, mange avant que ça refroidisse, prends ça aussi. » C'est un passage vraiment emblématique. Je pourrais aussi citer Moon Choo-min, qui a décidé, enfin avec sa traductrice qui est là ce soir, d'intituler ce très beau recueil qui a été publié chez Bruno Doucet, La femme qui mange le riz froid. Qu'est-ce que c'est manger le riz froid? Eh bien, c'est la mère, la femme, qui mangeant toujours la dernière, fait manger d'abord les invités, le mari, les enfants, et qui elle mange toujours du riz froid. Hein, dans un des poèmes d'ouverture du recueil, cette image du sacrifice maternel par la nourriture, l'alimentation, je cite, « Elle finissait le riz froid dans un bol ébréché, avec des morceaux de radis qui traînaient, elle léchait l'arête du poisson, pourtant, de son corps, jaillissait l'amour le plus doux. » Voilà. Donc, autour de cette image, finalement, que l'on trouve chez Shin Gyeong-suk, mais aussi chez d'autres auteurs, même chez Moon Choo-mi, qui est elle-même une écrivain féministe, il y a cette tentation du retour. Cette tentation du retour parce que finalement, il est très dur de sortir d'un système où la femme se définit par rapport au couple. Hein, au couple entendu comme producteur d'une généalogie. Hein. Et cette importance de la généalogie est toujours très forte dans la société coréenne. Moon Choo-mi en parle très bien dans certains poèmes, alors c'est peut-être l'occasion d'en parler, sur les ancêtres. Les ancêtres qui sont une des données importantes de l'équation du couple, que l'on connaît assez peu finalement par exemple, dans la société française, mais en société coréenne, surtout Moon Choo-mi, elle a épousé le fils aîné, donc à un moment donné sa belle-mère arrive de la campagne et lui dit maintenant c'est toi qui vas prendre soin des 4 générations hein, et des rituels que l'on doit faire pour les 4 générations d'ancêtres. Voilà, donc je cite dans le poème Les revenants de l'automne, les revenants ce sont ses ancêtres. Les ancêtres dont je ne connais ni visage ni voix sont venus vers moi avec plus de force qu'un tyran pour me jeter au dehors de l'automne. Vous voyez, elle est jetée au dehors par des revenants, par des tyrans, effectivement, qui lui sont inconnus, dont elle n'a aucun lien, hein, ni de nom, puisqu'elle n'a pas pris le nom de cette famille, ni de sang. Et cela entraîne cet autre poème qui s'appelle Fantôme, toujours sur le même thème. Mon beau-père me coupe les mains pour les emporter. Ma belle-mère m'arrache les yeux pour les emporter. Ma belle-sœur me vole les paroles pour les emporter. Mon mari, mes ailes. Ainsi, ma tête parcourt 100 lieues, une distance infinie jusque dans les profondeurs sous-marines, que même l'arête du poisson n'atteint pas. Vous voyez, cela se termine sur une rêverie, qui est le seul moyen, hein, la poésie, la rêverie, l'écriture, comme seul échappatoire à cette aliénation de la famille. Je cite encore Moon Choo-mi parce que j'aime énormément
ces vers qui viennent du poème Marie. Je crois que ça résume énormément. Elle définit son mari. Vous allez voir, je trouve que c'est assez violent. Ni père ni frère, l'homme le plus proche et le plus lointain en ce monde, à travers toute la terre, cet homme qui aimerait le plus les petits que j'ai fait naître, c'est l'homme qui m'a appris le plus ce qu'est la guerre. Terrible conception du couple, où finalement le plus petit dénominateur commun entre l'homme et la femme dans le couple, eh bien c'est cet amour partagé des enfants. Vous le voyez ici, qu'est-ce qu'un mari finalement? C'est celui qui aime le plus ses enfants que j'ai fait naître. Donc encore une fois, Moon Jung-hee elle-même, en révolte contre cet héritage néo-confucianiste, elle-même revient vers cette solution. Donc vous voyez, on a là vraiment, je crois, une des zones sombres de notre aporie de la figure maternelle et du néo-matriarcat qui, je crois, ne produira pas véritablement une solution durable. Heureusement, nous avons d'autres possibilités qui sont ouvertes par la littérature. Donc là, j'accélère un petit peu. Prenons des images un peu plus positives. Il n'y en a pas beaucoup, c'est vrai. Mais Kim Il-han, dans la très belle nouvelle Cours Papa Cours, qui a été donc publiée dans le volume Séoul Vite Vite de Piquier l'année dernière, mais aussi dans le volume que vient de faire paraître Decrescenzo éditeur qui s'appelle Cours Papa Cours de Kim Il-han, où on voit une mère et une fille qui vivent sans mari, sans homme, et pour une fois, un texte de gaieté. Un texte où il y a une certaine distance épanouie de l'homme, où l'homme n'est plus nécessaire pour définir la femme, pour la définir dans son rôle, ni dans son épanouissement. Enfin des femmes qui peuvent vivre sans l'homme, et sans la haine un peu pathologique qu'on a pu trouver à travers les personnages de solitude, de suicide, de folie, de disparition, que j'évoquais, qui datent plus des années 80, si on veut faire une chronologie. On a... en effet, dans la société coréenne, on parle actuellement des Scandimams. Les Scandimams, pardon, je prends mes mauvais accents. Les Scandimams, c'est les mamans scandinaves. C'est-à-dire, ce sont des modèles, un nouveau modèle. Vous avez peut-être vu, si vous êtes allé en Corée, le goût pour les meubles années 50 et d'inspiration scandinave, en bois blanc, ultra zen, qui sont intéressants à analyser parce que c'est un peu une direction dans laquelle va toute la société sud-coréenne actuellement, vers une sorte d'épuration. Pourquoi ce goût pour les meubles scandinaves? Alors, un professeur de Séoul et sociologue analyse ça de la manière suivante. C'est en fait tout d'abord une fascination pour le modèle d'éducation scandinave. Qu'est-ce qu'une Scandimam, une maman scandinave? C'est une maman qui est une très bonne mère, qui s'occupe très bien de sa famille, mais qui est d'abord une jeune femme qui est née dans les années 80 environ, et qui fait partie de cette génération qui pense à elle, et qui veut s'épanouir. Donc elle va s'épanouir à travers sa famille, à travers ses enfants, pas à travers justement, avec sa famille, avec ses enfants, mais pas à travers. Voilà. Et donc il y a une nouvelle équation, une nouvelle dialectique. Donc ça c'est aussi une direction qui est étudiée par les très jeunes, la toute nouvelle génération. On a une génération d'écrivaines qui est née dans les années 80, qui sont très jeunes, qui commencent à avoir des prix littéraires, et comme Kim Il-han, qui est vraiment une jeune femme, et qui nous propose une nouvelle vision, qui n'est plus une vision oppositionnelle, comme la génération de Moon Jung-hee ou d'autres générations, même Chae-yoon, même Eun Hee-kyung est déjà un petit peu plus âgé, vous voyez, c'est encore quelque chose, ces livres sont encore des livres où il y a une forte opposition homme-femme. Avec la nouvelle génération, on sent que l'homme peut devenir non plus l'ennemi, comme tout à l'heure je disais Moon Jung-hee, l'ennemi public numéro 1. Moon Jung-hee, quelque part, dit aussi que l'homme, c'est le colon qui colonise le territoire du corps de la femme. La femme comme territoire colonisé par l'homme. Ça, je crois qu'on est en train d'essayer, à travers la littérature très contemporaine, de se distancier de ce modèle-là. On a aussi d'autres propositions qui sont plus étonnantes, comme chez l'écrivain Han Gang, qui, elle, surfe sur la vague de l'écoféminisme, qui est un féminisme très influencé par le féminisme américain, nord-américain, et qui essaye de retrouver la place de la femme, non pas simplement au sein de la société, dans le rapport avec l'homme, mais au sein du cosmos en général, de l'écho, au sens de l'oikos, du cosmos, du komoikos. Et dans cet écoféminisme, qui est aussi tout à fait discutable lui-même, on essaie d'opposer
Alors, une sorte de féminitude essentielle, qui serait, elle, végétale, donc je reprends les termes de l'opposition de Hangang, opposée à, vous rappelez le premier clivage, à l'homme comme monstre bestial. Donc la sauvagerie animale masculine et le domaine féminoïde d'une féminitude toute végétale. Voilà. Alors voilà un autre territoire exploré, bon, peut-être un petit peu fantasmatique, mais qui, ma foi, est intéressant aussi, parce qu'il permet de voir qu'on est actuellement dans une fabrique où on essaye de se débarrasser de l'homme ou de le réintégrer. Alors, soit on essaye de s'en débarrasser complètement, comme dans la nouvelle Cours Papa court, cet homme qui court toute sa vie, passe sa vie à courir, parce qu'il n'est plus là avec elle, mais il court tout autour du monde. Hein, c'est un petit peu l'image aussi de la société sud-coréenne contemporaine qui court et on ne sait pas après quoi. On l'a souvent, enfin là je cite quelque chose qui est souvent dit en Corée du Sud et qui est dit aussi dans cette nouvelle, donc cet homme comme symbole d'une société qui court après quelque chose qu'elle ne sait pas, mais là donc l'image du père disparaît, l'image de l'homme disparaît, et on a, chez des écrivains, justement comme Moon Chong-mi dans ses poèmes les plus récents, une redécouverte de l'homme comme un complément presque dans un esprit néo-taoïste. Je vais vous lire un petit poème tout à l'heure. Est-ce que je cite Unigyong? Oui, je cite Unigyong, même si j'aurais aimé apporter plus d'images positives à la fin, mais je ne peux pas m'empêcher de la citer. Donc je disais, soit on a l'abandon du père, de l'homme, comme le dit Unigyong dans sa nouvelle « La beauté me dédaigne », parue chez Ulmar, je cite, « Moi aussi, au bout du compte, j'ai accepté mon père. La vie coule ainsi, vilainement. Alors, l'ignominie d'un père, c'est un peu une leçon de vie. » Vous voyez une sorte d'acceptation qui est assez effrayante, qui est assez violente, et qui s'oppose à donc, cet autre souhait qui est, pas que chez Moon Chong-mi, on retrouve ça chez d'autres écrivaines, et ça c'est très récent, hein, c'est les années 2000, où on commence à questionner les droits de l'homme, mais de l'homme au sens du mal, hein, les droits du père, les droits de l'homme dans la société, qui lui aussi doit être protégé. Vous savez qu'il y a des associations de pères et d'hommes coréens qui se sont créées pour défendre les droits du mal, hein, et les femmes aussi, les femmes écrivains commencent à s'intéresser à cette question, et d'ailleurs, un des volumes, alors je crois que c'est en 96, de la poétesse Moon Chong-mi s'appelle Pour les hommes. Pour les hommes. Vous voyez, c'est très symbolique. Et à travers l'homme compagnon, l'homme complice, hein, avec qui on fait la paix et on essaye de développer une relation d'amour, on a peut-être une chance et on a des tentatives, donc, comme je vous disais, d'enraciner cela dans un imaginaire coréen un petit peu plus profond. Donc Moon Chong-mi, voilà, nous propose quelque chose. Je vous lis ces 4 vers qui nous ramènent vers des symboles très anciens. Soleil et lune sont haut levés ensemble sur l'horizon, la réponse la plus paisible et la plus chaleureuse sur Terre. Ce qu'elle veut dire, c'est la réponse la plus paisible, c'est cette association du soleil et de la lune, symboliquement de l'homme et de la femme. Vous connaissez ces très belles peintures qui étaient, par exemple, derrière le trône de la reine ou du roi, hein, qui représentaient soleil, lune, les Ship-i Jangsangdo, qui sont les 10 ou 12 symboles, bon, ça peut être plus encore, des symboles de longue vie, n'est-ce pas? Et des symboles taoïstes très forts, c'était le soleil et la lune, hein, comme dans le drapeau sud-coréen, où on a le Taeguk qui montre bien que dans le yin et le yang, le cosmos n'est fait que de cette dialectique de transformation, de métamorphose permanente, du yin en yang, du yang en yin, n'est-ce pas? Et que donc, voilà, l'idéal serait une approche complètement égalitaire de ces deux principes, dans l'imaginaire de quelqu'un comme la poétesse Moon. Je vais laisser passer toute une partie de l'article que vous pourrez lire, où j'abordais la question de la figure féminine dans le roman contemporain coréen, sud-coréen, comme figure allégorique de l'histoire. Encore une fois, la femme instrumentalisée, cette fois-ci instrumentalisée pour la narration, et pour démontrer, pour montrer toutes les vicissitudes de la Corée, pour parler de la Corée victime, Corée violentée, etc.
On peut se poser aussi la question, et ça c'est je crois une question très importante que je veux aborder, même si c'est très brièvement, je ne la développerai pas. C'est la question que moi, qui m'a taraudé quand j'ai lu Chim-Chang, Fille vendue de Han Sok-kyung et d'autres romans de la sorte, c'est la question de... Chim-Chang est régulièrement violé et maltraité dans ce roman. Dans ce roman qui est un roman d'homme, écrit par un homme, et finalement le plaisir que semble prendre le narrateur, un peu comme tout à l'heure dans Chunia, nous l'évoquions, à certaines scènes d'humiliation du personnage féminin peut nous faire poser des questions sur la question suivante. Chim-Chang est-elle maltraitée par les hommes ou est-elle maltraitée par le narrateur, par l'écrivain, par Wang Sok-kyung? Donc encore une autre question qui est très chère aux féministes, qui est aussi la question de la voix. Qui parle à qui et comment? Voilà, donc je termine sur cette note qui est, comme vous le voyez, une note à la fois d'espoir. Quelque part, on a une société qui change, et donc une voix littéraire qui essaye, chez les hommes comme chez les femmes, j'ai parlé beaucoup des écrivaines féminines, mais il ne faut pas croire qu'il n'y a qu'elles qui parlent de cette problématique, bien sûr que non, les jeunes écrivains aussi en parlent. On a donc, autour de ces différents clivages que nous avons relevés, donc je répète, puisque le troisième, je l'ai juste évoqué en passant, le premier, c'est le clivage homme bestial et femme soumise, victime de la bête, du monstre, homme. Le deuxième, ça serait cette opposition entre l'homme anti-héros au XXe siècle, veule et paresseux, etc., face à une adjouma mère super puissante. Et enfin, le troisième clivage, c'était ce clivage au sein du couple, avec cette question, l'amour est-il possible? La rencontre est-elle possible entre l'homme et la femme? Peut-on se retrouver? Donc toute la question de la communicabilité, de l'incommunicabilité. Voilà, donc vous voyez, c'est un bilan qui est donc, comme je le disais, autour de ces trois clivages mitigés. On a une figure féminine qui est dans la société et donc, de facto, dans la littérature elle-même, extrêmement ambiguë, ambivalente. Donc l'ambivalence nous amène à un bilan qui est lui-même ambivalent et mitigé. Certes, on a le désir de découvrir de nouveaux territoires pour non seulement libérer la femme et aussi pour trouver un terrain d'entente entre l'homme et la femme, mais aussi une tentation et qui est inquiétante, qui est à analyser, qui est à lire, une forte tentation vers ce donc à travers le néomatriarcat à la Shin Yong-suk, mais elle n'est pas la seule, une tentation nouvelle de retour à l'abnégation, à des formes finalement très traditionnelles et qui ne sont plus du tout qui n'ont plus du tout valeur de contre-valeur. Donc la question que je me pose, c'est oui, on a une littérature très riche en Corée, écrite par des femmes. Est-ce pour autant suffisant pour constituer une littérature féminine qui serait porteuse d'une conscience et aussi de contre-valeur et d'un contre-discours? C'est compliqué, c'est plus compliqué qu'il n'y paraît, il y a des problèmes générationnels, qui plus est, ce n'est pas vrai selon, si on regarde le temps, on a des retours en arrière avec des personnages que j'adore comme Park Hwan-soo, qui pourtant elle-même est porteuse d'un double discours, à la fois très critique sur la position de la femme dans la société des années 70, 80, 90, mais aussi qui prône une sorte de résignation, donc qui est un petit peu générationnelle, je pense. Il ne faut pas oublier que Park Hwan-soo est morte à 80 ans, donc là, il y a 2 ans, donc voilà qu'elle appartenait à une des premières générations. Donc on a effectivement la question de se demander si on a vraiment une littérature féminine. La question semble presque éludée actuellement puisque les jeunes écrivaines refusent qu'on mette l'attribut féminin à leur littérature. Elles sont très fières qu'on parle d'écrivains tout court et qu'on ne parle plus d'écriture féminine. Moi, personnellement, je ne sais pas si on peut encore, s'il n'est pas encore trop tôt pour enlever cet adjectif. Et je trouve qu'il est bien qu'il y ait toujours des écrivaines qui portent conscience, qui portent la conscience de la problématique de la femme dans la société coréenne, qui est toujours une problématique ouverte, et donc on ait une littérature féminine qui sache porter le flambeau de ces valeurs. Voilà, donc paradoxe
de la situation féminine ou aporie. Je ne sais pas, je termine sur ces mots-là en espérant que ce ne sont pas des notes trop négatives et peut-être qu'à travers les questions, on va essayer d'ouvrir le débat si vous avez des questions sur des choses un petit peu plus positives. Je vous remercie.